Alors, le développement mobile multiplateforme, il faut savoir que en développement mobile, il y a ce qu'on appelle un développement mobile natif et un développement mobile cross-plateforme, c'est-à-dire un développement mobile multiplateforme. Donc, le développement mobile multiplateforme, il vous permettra de créer à partir d'un seul code de base, de créer une application utilisable sur plusieurs plateformes. Et avant le développement mobile multiplateforme, il y a le développement mobile natif. Le développement mobile natif, c'est un développement mobile qui permet de développer à partir de code de base de la plateforme. Prenons le cas d'iOS pour iPhone. Pour iPhone, son langage natif, c'est le langage Objective-C. Donc, pour développer une application pour les téléphones iPhone, alors il faut maîtriser la technologie donc du Swift. Swift, ce qui permet de développer des applications mobiles pour iPhone. Alors, donc, c'est là qu'on parle de développement mobile natif. Donc, quelqu'un qui développe une application iOS en utilisant le langage Objective-C, donc en utilisant Swift, il fait un développement mobile natif de iOS. En ce qui concerne Android, pour faire un développement natif d'Android, il faut utiliser le Kotlin. Kotlin est basé sur le langage Java. Donc, c'est là qu'on parle de développement mobile natif. C'est de là qu'on commence à avoir l'idée comment avoir une seule base de code, un seul code source qui permet d'avoir des applications qui sont sur Android en même temps et sur iOS en même temps. C'est en ce moment qu'on a eu l'idée de Flutter. Donc, Flutter qui est en fait donc un framework open source développé par Google qui permet de créer des applications mobiles natifs cross-platform. Natif, c'est très important. Natif, cross-platform, c'est-à-dire c'est les applications que vous développez avec Flutter. Ce sont des applications qui seront utilisables en même temps sur Android à partir d'un seul code source. Vous allez les déployer, les compiler sur Android. Vous allez les compiler, les déployer sur iOS, donc sur App Store, et vous allez les compiler, déployer sur web comme étant des applications web. Donc, les applications web, en fait, il y a une différence entre une application web et un site web. Donc, les applications web sont ce qu'on appelle les PWA, donc Progressive Web App. Donc, Flutter alors permet de créer une application web. Il permet de créer des applications de bureau, que ce soit pour Linux, que ce soit pour Windows, que ce soit pour Mac. Alors, avec une seule base de code, vous avez la possibilité de déployer une application en même temps sur Android, sur iOS, sur Windows, Linux et même sur Mac à partir d'une seule base de code. Et c'est la raison pour laquelle aussi Flutter est en train de s'imposer aujourd'hui comme une norme sur le développement cross-platform. Alors, Flutter utilise le langage Dart. Flutter, c'est un framework qui utilise le langage Dart pour faire le développement. Le langage Dart, c'est un langage qui est dont la première version a été publiée en 2011 par Google. Donc, Google a créé le langage Dart dans le but de remplacer le langage JavaScript. Donc, ils ont trouvé des insuffisances sur le langage JavaScript, alors ils ont créé le langage Dart en vue de remplacer le langage JavaScript. Mais après, ils se sont rendus compte, leur système de remplacer le langage JavaScript a échoué. Ils ont laissé Dart dans les tiroirs depuis plusieurs années. Il a fallu en 2018 où ils ont lancé la première version de Flutter. Donc, c'est à partir de ce moment-là que le langage Dart a pris son essor, donc à partir du lancement de Flutter. Et l'idée de Flutter, elle est venue dans le but de créer un framework qui vous permettra d'avoir à partir d'une seule base de code une application que vous déployez sur plusieurs plateformes et surtout une application avec des performances élevées. Et c'est la raison pour laquelle Flutter est aujourd'hui l'un des frameworks, sinon le framework le plus utilisé parce qu'il a une performance assez élevée, proche du natif. Donc, natif, il faut bien comprendre le terme natif.
Donc, c'est très important parce que tout à l'heure, je parlais de Kotlin pour Android et je parlais de Swift pour iOS. Alors, Kotlin pour Android, c'est le langage natif qui permet de créer des applications natives parce que Android est basé, le système Android est basé sur le langage Kotlin, sur le langage Java. Le système, donc, quand vous développez une application avec Android, avec Kotlin, donc vous êtes en train de faire un développement natif pour Android. Quand vous développez une application avec Swift, donc avec Objective-C, vous êtes en train de faire un développement, donc un développement natif pour les applications pour iPhone. Alors, Flutter, quant à lui, il est cross-platform. Il va vous permettre, à partir d'un seul code source, de créer des applications qui sont utilisables sur Android et sur iOS, les deux en même temps. Et Flutter aussi s'efforce, lui aussi, il a un rendu natif. Donc, lui aussi, il a un rendu natif. Nous allons le voir en détail tout à l'heure. Donc, la première version de Flutter était lancée en décembre 2018 et il a un rendement natif grâce à son moteur graphique, donc Skia, et une compilation AOT. La compilation AOT, c'est une compilation en fait qui s'appelle Ahead of Time. Donc, c'est une compilation qui permet d'optimiser donc le bundle. Le bundle, c'est le résultat final, le code natif binaire que vous obtiendrez lorsque vous terminez le développement. Donc, vous créez une application en Flutter, vous avez terminé la création, vous allez déployer l'application sur Play Store et sur App Store. Alors, vous allez compiler l'application afin d'obtenir un code, afin d'obtenir un langage machine, un fichier exécutable sur Android. Et ce fichier exécutable, il est bien optimisé. Et c'est ce type de compilation-là qu'on appelle une compilation ahead of time, une compilation AOT. L'un des atouts aussi de Flutter, c'est son système de hot reload. Hot reload, c'est ce qu'on appelle le rechargement à chaud. Le hot reload, c'est le rechargement à chaud. Le rechargement à chaud, c'est en phase de développement. En phase de développement, avec Flutter, à chaque fois que vous apportez des modifications dans le code, vous avez la possibilité juste d'exécuter une commande qui permet d'avoir le résultat de modification de code que vous avez. Et ça, c'est grâce au compilateur qui s'appelle JIT, donc Just in Time. Donc, la compilation Just in Time, c'est elle qui vous permet d'avoir le hot reload, donc le rechargement à chaud. Donc, Flutter a une interface utilisateur déclarative et réactive. Une interface utilisateur déclarative parce que, en fait, avec Flutter, lorsque vous créez, si vous prenez le langage JavaScript et que vous allez dessiner du code HTML à partir du langage JavaScript, vous allez quasiment définir tout par vous-même. Vous allez définir donc d'abord le texte, si c'est un texte que vous voulez afficher, prendre le nœud que vous avez créé, l'associer à un endroit quelque part dans le DOM, donc dans le document Object Model, le positionner. Donc, tous ces processus-là, Flutter fait abstraction de ça. C'est pourquoi il est déclaratif. Donc, il suffit que vous faites la déclaration, vous décrivez, vous mettez le texte que vous voulez afficher à un endroit précis, le texte s'affiche à cet endroit-là. Donc, c'est un peu différent avec cette partie du langage JavaScript. Flutter est réactive. Réactive parce que là aussi, la mise à jour est quasi instantanée. La mise à jour de l'interface utilisateur. Lorsque vous avez une page de photos de profil, par exemple, et que vous changez la photo de cette page de photos de profil, vous allez voir la photo changer. Les utilisateurs finaux ne peuvent pas voir cette mise à jour directement. Pour eux, une application développée en Flutter et une application développée avec un autre langage qui n'est pas réactif, alors ce sera la même chose. Mais pour vous, les ingénieurs, lorsque une application, on dit que le langage là, ou le framework là, il est réactif, alors vous n'avez pas à faire beaucoup de manipulations pour faire une mise à jour de l'interface. Lorsque la photo change, avec Flutter, il suffit d'appeler une méthode que nous allons voir plus tard qui s'appelle setState et elle va reconstruire l'interface. Donc, et enfin, Flutter a une bibliothèque de widgets très riche et personnalisables. Les widgets, pour faire simple, les balises que vous avez en HTML, la balise head, la balise HTML et toutes les autres balises sont ceux qu'on peut faire une analogie en Flutter. Ce n'est que les widgets dans le cas de Flutter. Mais c'est un peu différent. Mais juste pour vous donner une idée, donc Flutter est construit par des briques.
Et ce sont des briques-là qui permettent de construire une interface utilisateur qu'on appelle les widgets. Donc, il a une bibliothèque de widgets très riche, beaucoup de widgets et qui sont très personnalisables. Le langage Dart, quant à lui, donc, il y a le langage Dart natif. Tout à l'heure, j'ai insisté sur le mot natif parce que Flutter, le langage Dart, il permet d'avoir un rendu vraiment natif. Donc, le langage Dart, c'est en deux parties. Il y a la partie native du langage Dart et il y a le langage Dart Web. Le langage Dart natif, il est destiné aux scripts, donc aux scripts, que ce soit pour les objets, Internet des objets, pour les objets connectés, que ce soit pour les applications mobiles, que ce soit pour les applications desktop ou bien les serveurs. Donc là, Flutter offre, Dart offre alors deux modèles de compilation. Ce sont les deux modèles de compilation que j'ai expliqués. Donc le modèle de compilation JIT, donc ça veut dire que c'est une exécution dynamique. À chaque fois, c'est au moment de l'exécution, comme en Java, c'est au moment de l'exécution, le code il sera dans la machine virtuelle de Java JVM. Ensuite, il est transformé. Donc, c'est ce qui permet d'avoir donc une exécution just in time dynamique, ou bien une exécution ahead of time pour générer un code binaire, les bundles, le résultat final que vous aurez donc lorsque vous aurez terminé la création. Alors, il y a le Dart Web. Le Dart Web, c'est aussi du langage Dart. C'est toujours le même. Il faut comprendre une chose aussi. Vous n'allez pas développer des applications d'abord avec Dart natif à part, ensuite avec Dart Web à part. C'est la même base de code. Donc, c'est le même code source que vous allez avoir, mais à la compilation, si vous voulez compiler ce code source-là pour qu'il devienne une application web, vous allez utiliser le compilateur web. Et comme ça, ce code source sera transformé en une application web. Ces mêmes codes de source, si vous voulez avoir des applications mobiles Android, iOS ou des applications desktop, vous allez compiler le code source pour les applications Android, iOS, desktop, et comme ça, vous aurez. Donc, ça, j'espère que ça, c'est bien clair aussi. Voilà, donc c'est une seule base de code. Mais ici, c'est une présentation de Dart. Pour mieux comprendre que Dart, là, lorsque vous avez votre code, à la compilation, vous aurez deux parties, Dart Web et Dart Native. Dart Native, c'est pour les applications mobiles, desktop. Dart Web, c'est pour les applications destinées au web. Alors, pour Dart Web, donc, vous savez, il a Dart DevC, donc Dart Development Compiler. Donc, il vous permettra, en phase de développement, avec les navigateurs qui sont pris donc, en charge, comme les deux navigateurs comme Microsoft Edge ou bien Google Chrome sont actuellement les navigateurs qui sont pris en charge avec Dart Development Compiler. Donc, lorsque vous faites un développement d'une application web avec le langage Dart, avec Flutter, vous avez la possibilité d'utiliser un navigateur comme Google Chrome ou bien comme le navigateur Microsoft Edge. Et comme ça, vous allez avoir, au fur et à mesure que vous développez le code, vous allez exécuter et voir donc le résultat de ce que vous avez. Donc, à travers quoi? À travers Dart DevC. Ou bien Dart2JS. Le compilateur Dart2JS, donc c'est le compilateur qui vous permet, donc une fois que vous aurez terminé la phase développement et que vous allez passer en phase production, alors dans ce cas, lorsque vous compilez votre code source, il sera compilé avec le compilateur Dart2JS. Et finalement, ce qu'il faut retenir, lorsque vous avez une application web, donc un site web que vous avez construit en langage Dart, à la fin, qu'est-ce que vous exportez? C'est le langage JavaScript. Parce que Dart2JS, là, il convertit votre code que vous avez écrit en langage Dart, il le convertit en langage JavaScript. Et donc, les deux parties qui sont très importantes à retenir en ce qui concerne Dart et même Flutter, c'est que lorsque vous développez une application native, c'est-à-dire une application destinée à être utilisée sur Android, sur iOS ou bien sur un desktop, donc un ordinateur Mac, un ordinateur Windows, un ordinateur Linux, vous aurez, au final, vous aurez quoi? Vous aurez le fichier binaire. Vous aurez un fichier binaire, l'exécutable. Donc, vous aurez un fichier binaire natif. Lorsque vous développez votre site et que vous voulez avoir un site web à partir du langage Dart, au final, lorsque vous allez faire le déploiement, vous aurez un fichier en JavaScript. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. En JavaScript, lorsque c'est destiné au web, ou bien un binaire natif lorsque c'est destiné aux plateformes Windows, iOS, Mac, Linux et les autres.
Alors, donc, depuis lors, Dart, vous pouvez l'utiliser avec les architectures suivantes. Architecture ARM32 pour le Dart native, hein, donc ARM32 disque V, ARM64, X64, et ici les deux web. Donc, le premier web, c'est WebAssembly. Alors, dans ce cas, il y a plusieurs approches. Il y a d'abord ce qu'on appelle une approche hybride. L'approche hybride pour le développement, donc multiplateforme, il y a plusieurs frameworks qui permettent donc de faire ce type de développement, notamment le framework donc Ionic. Donc, si vous prenez le framework Ionic, Ionic JS, donc là, si vous prenez ici Ionic, donc Ionic, il permet de faire un développement, donc un développement hybride. Et pourquoi on appelle ça développement hybride? Parce que vous allez continuer avec le code que vous avez l'habitude en HTML, CSS, JavaScript, mais bien sûr avec la base d'Ionic. Ionic est développé, donc est basé sur AngularJS. Ionic est basé sur AngularJS, qui est un framework aussi qui permet de développer des sites web, donc des applications web. Donc Ionic, quant à lui, il est né aussi pour permettre un développement multiplateforme. Avec quoi? En utilisant le langage JavaScript, vous allez utiliser donc HTML, CSS pour votre application et finalement, au déploiement de votre application, vous aurez une application que vous allez utiliser sur Android et sur iOS. Mais pourquoi on appelle ça hybride? Et ensuite, Ionic, quels sont ses avantages et ses inconvénients? D'abord, l'avantage d'Ionic, c'est que si vous êtes déjà habitué avec le langage JavaScript et que vous avez déjà des compétences en HTML, CSS, alors vous serez très bien à l'aise de développer rapidement avec Ionic pour pouvoir faire un développement multiplateforme hybride. Et en plus de cela, Ionic a une performance assez lente par rapport aux autres que nous allons faire parce que tout est lié maintenant en fait aux performances. Lorsque vous avez une application, de manière générale, vous n'allez pas, quand vous avez les applications qui sont sur vos téléphones là, vous n'allez pas tout de suite sentir que ça c'est une application développée avec Ionic ou bien ça c'est une application développée avec Flutter. Vous ne pouvez pas sentir directement. Mais à partir du moment où vous faites ces développements, vous pouvez avoir une idée de la performance de l'application. Parce que la performance d'Ionic, elle est relativement lente par rapport aux autres que nous allons faire tout de suite. Pourquoi? Parce que vous avez votre application, vous lancez l'application. L'application que vous avez, c'est en fait du HTML, CSS qui est utilisé pour la logique de la présentation avec Ionic. Donc, votre logique de présentation avec Ionic, c'est du HTML, CSS qui est utilisé et elle est encapsulée dans un conteneur. Et c'est ce conteneur-là, en réalité, que vous installez sur votre téléphone. Donc, si vous avez Ionic, si vous avez une application développée avec Ionic, en réalité, c'est un site web dans un conteneur que vous avez installé. Et c'est ce conteneur-là qui est installé sur votre application. Mais derrière, c'est toujours le site web que vous êtes en train d'utiliser. Et ce conteneur-là, on appelle ça un web view. Alors, donc, cette transformation rend l'utilisation, donc rend les applications développées avec Ionic un peu plus lentes par rapport aux autres que nous allons faire. J'espère que ça c'est bien clair. Est-ce que ça c'est bien clair aussi? Donc, lorsque vous avez une application avec Ionic, vous avez en réalité votre site web qui est dans un conteneur et c'est ce conteneur-là que vous avez. Et ce conteneur-là, c'est ce qu'on appelle les web views qui est là. Web view. La logique de présentation, les éléments que vous voyez dans votre application que vous avez développée avec Ionic, la logique de présentation, elle est faite avec le HTML, CSS. La logique de traitement qui est dans votre application, qu'est-ce qu'il fait ici? Les éléments, les traitements, tout ce qui est traitement, elle est faite avec le langage JavaScript, avec Ionic. Et donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle l'accès aux fonctionnalités natives. Et ça, c'est très important à retenir. Les fonctionnalités, quelles sont les fonctionnalités natives d'une plateforme? Si je prends Android, les fonctionnalités natives, c'est comme accès à la localisation, à la géolocalisation, à la localisation de l'utilisateur, accès au Bluetooth, accès à la caméra, accès à l'audio, accès au capteur. Donc ça, ce sont les fonctionnalités natives. Et donc l'accès aux fonctionnalités natives est relativement aussi lent.
lorsque vous faites un développement avec Ionic. Il est relativement lent par rapport aux autres plateformes que nous allons faire. Et pourquoi il est lent? Parce que l'application que vous avez avec Ionic, lorsque vous voulez accéder à la caméra, par exemple, alors Ionic, il va demander quoi? Ionic, il va à travers JavaScript. Ionic, à travers JavaScript, il y a un pont ici, le bridge là. Il y a un pont. Ce pont-là, généralement capacitor, Cordova, qui servent de pont entre votre application développée avec Ionic et les fonctionnalités natives de la plateforme. Donc, du coup, lorsque je vais accéder à la caméra, à partir de mon application développée avec Ionic, JavaScript fait demande ici. Donc, le JavaScript ici, il fait demande d'accéder à la caméra. La demande est adressée à qui? La demande est adressée à Cordova, par exemple. Et Cordova, lui, il va demander la fonctionnalité native. Et comme c'est une fonctionnalité native, donc il va demander quel langage. Comme ici, nous avons mis JS, donc il va demander quel langage, comme c'est une fonctionnalité native. Donc, il va demander le langage Swift, très bien. Le langage Swift lorsqu'il s'agit d'une application iOS. Ou bien il va demander le langage Java Kotlin, donc lorsqu'il s'agit d'Android. Donc, lorsqu'il s'agit d'Android, donc il va demander au langage Java. Le langage Java, donc Kotlin, il va demander. Donc, ce pont-là, donc ça crée en fait une latence aux fonctionnalités natives. Donc, ce qu'il faut retenir avec Ionic, c'est qu'il fonctionne de la manière suivante. 1. La logique de présentation, elle est faite avec le langage HTML, CSS, JavaScript. La logique de traitement, elle est faite avec le langage JavaScript. Et lorsque vous voulez accéder aux fonctionnalités natives avec Ionic, là, il y a un pont, un bridge qui fait une demande. Ces ponts-là, ce sont des plugins, c'est des plugins comme Cordova ou Capacitor qui va permettre d'accéder à la plateforme en question. J'espère que cette partie aussi donc, est bien claire. Alors, donc après l'architecture hybride, nous allons voir maintenant React Native, architecture de React Native. React Native, c'est aussi un framework qui est basé sur le langage, sur le langage JavaScript aussi, sur le framework React, et qui permet de développer des applications, mobiles multiplateformes. Mais cette fois-ci avec une performance relativement élevée par rapport à la performance de développement hybride. Donc, lorsque vous faites un développement multiplateforme avec React Native, vous avez des performances qui sont assez élevées par rapport au développement hybride. Et React Native, lui, comment il fonctionne? Les éléments que vous allez utiliser, ce sont des éléments React. Cette fois-ci, ce n'est pas du HTML. La logique de présentation, cette fois-ci, ce n'est pas du HTML, CSS, non. Ce sont des éléments du React que vous allez utiliser pour faire votre logique de présentation. Donc, basé sur React.js. React.js qui est le framework aussi qui permet de créer donc, des sites web dynamiques, donc des applications web aussi. Donc, la présentation est faite avec React. Cependant, React, lui, il a une communication un peu différente par rapport à Ionic. La logique de présentation. Lorsque vous créez un bouton avec React, je crée un bouton qui permet d'accéder à la page de connexion avec React au développement. Donc, j'utilise React, j'utilise un composant React pour créer le bouton, pas du HTML, un composant React. À la compilation, lorsque vous compilez l'application, il y aura un mapping qui se fera. Donc, il y aura une transformation, un mapping qui se fera. Ça veut dire que l'application que vous voyez développée avec React, mais installée sur Android, le bouton que vous voyez sur l'application, c'est un bouton Android. C'est un bouton Android parce que le composant qui est créé avec React, il est mappé. Chaque bouton créé avec React, il sera mappé à travers quoi? À travers un pont aussi, un pont React. Donc, j'ai un bouton sur Android que j'ai développé avec React. Le bouton sera mappé, il sera transformé en bouton Android natif. Donc, je ferai le bouton Android. Si vous utilisez iOS, donc iPhone, j'ai développé mon application avec React natif.
et que je compile l'application pour être déployée sur iOS, donc sur iPhone, alors dans ce cas, l'interface que je vois, c'est une interface native de iPhone. Parce que chaque élément que vous avez avec React, il sera mappé, il sera converti en élément natif de la plateforme. Est-ce que ça c'est bien clair, la différence entre React Native et Ionic.js? Donc les éléments sont mappés. Pour chaque élément React, les éléments sont mappés. Alors qu'ici, pour les éléments, pour les éléments avec Ionic, les éléments sont donc, la présentation est faite avec du HTML, alors que pour React, la présentation est faite avec les composants React qui sont mappés, qui sont transformés aux éléments donc, natifs. L'accès aussi aux fonctionnalités natives avec React est fait à travers le pont React ici. Donc ici, c'est fait avec quoi? C'est du JavaScript. Donc en réalité, React là, vous voyez, c'est du JavaScript. Du coup, React Native, quant à lui, à travers donc ces mappings-là qu'il a, et à travers son accès avec le même pont, il a une performance encore plus élevée que la performance de développement hybride. Maintenant, après React Native, nous allons voir cette fois-ci Flutter, l'architecture de Flutter. Donc, Flutter, quant à lui, il a aussi une architecture différente de ces deux-là. Flutter a ses propres éléments natifs. Il a ses propres éléments natifs. Lorsque vous créez un bouton avec Flutter et que vous exécutez l'application sur iOS ou sur Android, vous avez le bouton Flutter et non le bouton Android. Donc, Flutter, lui-même, il dessine son interface graphique. Est-ce que vous comprenez? Donc, React, il fait le mapping. Lorsque j'ai un bouton avec React que j'ai créé, à l'exécution, ce n'est pas le bouton là de React, mais c'est le bouton d'Android. Le composant React sera converti en bouton Android. Est-ce que c'est bien clair? Avec Ionic, lorsque vous avez un bouton, c'est un bouton écrit en HTML, CSS. Mais avec Flutter, lorsque vous dessinez un bouton qui permet d'aller quelque part, le bouton là, il appartient à Flutter. Donc, l'interface n'appartient ni à iOS, ni à Android, mais c'est un bouton Flutter. Donc, c'est pourquoi on dit Flutter, il dessine son interface grâce à quoi? Grâce à son moteur Skia. Donc, il dessine son interface lui-même grâce à son moteur Skia. Donc, ça fait partie des éléments qui rendent Flutter très performant. D'abord parce que ce sont ces éléments et il les compile en langage binaire. À la fin, ces éléments-là qu'il a, ils seront compilés en langage binaire, en langage natif. Donc ça, c'est un des éléments donc, qui sont importants. Donc les widgets, ici, vous avez un code natif de votre application. Les widgets que vous avez ici, ce sont des widgets qui appartiennent à Flutter. La logique de présentation, la logique de traitement, elle est gérée avec Dart, parce que Flutter utilise le langage Dart. Ensuite, l'accès aux fonctionnalités natives avec Flutter, il se fait grâce à son canal. Donc, il a un canal qui s'appelle Platform Channel qui permet d'accéder aux fonctionnalités natives. Et le temps de latence est très court avec Flutter. Donc, Flutter est assez performant lorsque vous voulez faire un développement cross-platform, un développement multiplateforme. Parce qu'à la fin, vous aurez un code natif. Est-ce que ça, c'est bien clair? Avec Flutter, à la fin, vous aurez un code, vous aurez du code natif. Mais toujours à partir d'une seule base de code, lorsque vous compilez l'application, vous aurez une application utilisable sur Android, utilisable sur iOS, sur desktop, etc. Mais l'application là, elle sera native. J'espère que ça c'est bien clair avec Flutter. Et enfin, donc, ce que j'ai expliqué au tout début, c'est l'architecture native. L'architecture native, c'est toujours avec Kotlin et avec Kotlin et avec Swift. Avec Kotlin, vous développez une application native pour Android. Avec Swift, vous développez une application native pour iOS. Voilà. Donc, Flutter est aujourd'hui l'un des frameworks, sinon le framework qui permet un rendement natif avec des performances assez élevées par rapport à la plupart ou par rapport aux autres frameworks permettant de faire des développements multiplateformes actuellement. Alors, si nous résumons les approches ici, pour l'approche hybride, c'est très important de comprendre
donc ces approches-là. Pour l'approche hybride, le moteur de rendu, la présentation de l'interface, elle est faite avec HTML, CSS dans un container qui s'appelle WebView. La logique donc de présentation et le traitement est fait avec le langage JavaScript. Et qu'est-ce qui permet d'accéder aux fonctionnalités natives? Ce sont des plugins comme Cordova ou Capacitor. En ce qui concerne React Native, donc lui, il a les éléments qui sont mappés. Vous développez, vous créez un bouton avec React Native, un composant React Native qui, à l'exécution, il sera mappé, donc il sera transformé en élément de la plateforme, en élément Android ou en élément iOS. Alors que Flutter utilise ses propres composants natifs. Lorsque vous dessinez une interface avec une application en Flutter, donc vous avez l'interface Flutter elle-même. Donc voilà en quelque sorte cette partie donc de présentation pour les approches. Maintenant, nous allons voir cette fois-ci l'architecture d'une application en Flutter. Maintenant qu'on a compris en fait les différentes approches sur les développements, que ce soit les développements natifs, les développements cross-platform hybrides, nous allons voir Flutter, quelle est son architecture. Donc l'architecture Flutter, elle repose. Oui. Voilà, donc le code qu'on a avec Flutter, lorsque vous compilez la présentation de l'interface, vous avez fini de créer votre application en Flutter. Vous allez la déployer sur Play Store ou sur App Store. Vous allez récupérer les bundles, l'exécutable pour Android ou l'exécutable pour iOS. L'exécutable que vous aurez là, c'est du code natif. C'est du code binaire que vous aurez. Mais lorsque vous lancez l'exécutable, vous l'ouvrez dans votre téléphone Android, l'interface qui est dessinée, ce n'est pas une interface en HTML, CSS, mais c'est une interface qui appartient à Flutter lui-même, grâce à son moteur, Skia. Et l'interface que vous avez, si c'est sur iPhone, l'interface que vous allez ouvrir dans l'application développée avec Flutter, c'est toujours une interface appartenant à Flutter. Est-ce que c'est bien compris? Et là, cette question, donc, il faut comprendre la différence avec React Native. Lorsque vous développez avec React Native et que vous terminez le développement, vous récupérez les bundles, l'exécutable que vous allez déployer sur Android. Quand vous déployez l'application sur Android, à chaque fois que vous lancez l'application, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'interface Android, les boutons qui appartiennent nativement à Android. Et ces boutons-là, comment on les obtient? Pour chaque composant React, il sera mappé, il sera transformé en bouton Android, si c'est React. Et cette même application, quand vous la déployez sur iOS, donc sur App Store, lorsque vous lancez l'application avec iPhone, chaque élément que vous allez voir, c'est un élément, chaque bouton, c'est un bouton qui appartient à iOS directement. Ça n'appartient pas à React. React n'a pas son moteur qui dessine l'interface. Mais pour chaque élément de React, il est mappé en élément natif, que ce soit Android ou iOS. Or, Flutter, lui, il a son propre moteur qui dessine l'interface graphique. Est-ce que ça c'est clair maintenant? Okay. Maintenant, voyons un peu l'architecture d'une application. Donc, l'architecture d'une application ici en Flutter. OK? Donc, une application Flutter, elle est sous forme d'arborescence. Ces arborescences-là, vous rappelle sans nul doute la structure du DOM du JavaScript. Donc, elle vous rappelle la structure du DOM du JavaScript. Elle a une arborescence de cette manière. Donc, vous avez ici une classe. Il faut savoir aussi que Flutter, c'est un langage de programmation. Dart, c'est un langage de programmation orienté objet, parce que nous allons développer en orienté objet. Donc, vous avez une classe ici. Donc, MyApp, que vous allez créer vous-même, qui permet de lancer l'application. Ensuite, dans la classe qui permet de lancer l'application, nous avons ici Material App. Tout ce qui est en vert ici, ce sont des classes appartenant à Flutter. Les deux là, MyApp et MyHomepage, ce sont des classes que vous allez nommer vous-même. Mais les autres, vous ne pouvez pas modifier, ce sont des classes appartenant à Flutter. Donc ici, Material App, c'est le moteur, c'est ce qui permet de configurer l'application elle-même, tous les éléments, définir les routes qui permettent d'accéder donc d'une page à une autre, Material App, définir la langue par exemple de l'application, définir tous les paramètres globaux
de l'application, c'est à partir du matériel app que vous allez faire la définition. Définir le thème, par exemple, le mode clair, le mode sombre, les couleurs, etc., etc. C'est à partir du matériel app que vous faites ces définitions-là. Donc, après matériel app, vous avez une classe que vous allez créer. Vous allez lui donner le nom vous-même. Donc, my homepage qui représente la page d'accueil. Donc, c'est matériel app. C'est dans matériel app que vous allez définir la page d'entrée dans votre application Flutter. Si votre application Flutter, là, la page d'entrée, c'est la page de connexion, inscription, c'est dans matériel app que vous allez mettre cette page-là. Et cette page, vous allez la créer. Vous allez créer la classe vous-même. Et vous allez l'appeler dans matériel app. Pour dire la page d'entrée dans mon application, elle s'appelle my homepage. Et matériel app, il configure tous les paramètres globaux de l'application, que ce soit le thème, que ce soit la langue, que ce soit les autres, tout ce qui est paramètre global à l'application sera défini dans matériel app. Maintenant, chaque page a une structure aussi. Chaque page a une structure. L'élément de base de la structure d'une page, c'est scaffold. Le scaffold représente, englobe toute une page. Donc, c'est la structure de base d'une page en Flutter. Donc, c'est le scaffold. Donc, dans scaffold, vous aurez ici app bar. App bar, c'est l'entête. Lorsque vous ouvrez une application mobile, vous avez l'entête où il y a soit le nom de l'application, soit le logo ou quelque chose comme ça. Donc, c'est la classe app bar qui permet de définir cela. Donc, l'entête, app bar. Après, vous avez ici center, c'est le corps de la page que vous créez. Donc, le corps de la page, c'est le widget center. En fait, tout ce que nous avons ici sont des widgets. Il faut savoir qu'en Flutter, tout est widget, que ce soit les structures ou bien les présentations sont des widgets. Donc, vous avez ici le widget center qui est lié directement aussi à Scaffold et qui va définir le corps de votre page, les éléments que vous allez afficher dans la page, dans le corps. Et vous avez le floating action button. Dans WhatsApp, là, lorsque vous ouvrez WhatsApp, il y a un petit bouton en bas à droite qui vous permet de lancer une nouvelle discussion, n'est-ce pas? Donc, c'est ça le floating action button en Flutter. Donc, c'est ce bouton-là, vous pouvez le personnaliser. Donc, il est toujours lié, lui aussi, à la page. Et maintenant, à partir de app bar, c'est le titre. Donc, l'entête, vous pouvez définir un titre ou bien vous pouvez définir, mettre du texte là-dedans, mettre tous les éléments que vous voulez dans app bar. Si vous prenez Wave transfert d'argent là, quand vous prenez Wave transfert d'argent, dans son app bar, il y a combien d'éléments dans son app bar? Généralement, il y a le solde compte et il y a le bouton paramètres. Lorsque vous êtes à la page d'accueil, là où vous avez le bouton là qui permet d'aller aux paramètres et le solde compte là, c'est le app bar qui est là-bas. Alors, donc, et ici, notre app bar ici ne contient que du texte seulement. Alors, ici, notre center, il contient un widget colonne. Donc, en Flutter, il y a ce qu'on appelle les widgets colonnes et les widgets row. Colonnes, c'est les colonnes qui prennent plusieurs éléments enfants. Donc, je vais avoir plusieurs éléments enfants qui sont disposés verticalement. Je vais utiliser les widgets colonnes. Et enfin, les floating action button, donc, qui est là, vous pouvez lui ajouter une icône. Je pense que ce WhatsApp, c'est une icône qui est là-dedans. Donc, vous pouvez aussi ajouter du texte si vous voulez. Donc, voilà en ce qui concerne donc, cette architecture-là. Donc, cette architecture qu'on appelle widget tree en Flutter. Alors, donc, à part cette architecture, maintenant, voyons encore de manière plus claire cette architecture parce qu'il est important de comprendre l'architecture de base d'une application en Flutter. Nous avons d'abord My App ici, OK? Et là, nous avons Matériel App. Donc, matériel app qui représente l'application. En réalité, lorsque vous lancez l'application, c'est matériel app qui s'ouvre. C'est matériel app. Parce qu'il représente l'application. C'est matériel app qui configure tous les paramètres globaux, que ce soit la langue, que ce soit les thèmes, que ce soit les couleurs que vous allez utiliser. Donc, tous les paramètres qui sont globaux à l'application, c'est dans matériel app qu'ils sont définis. Les routes, je peux définir dans mon application, voilà les routes possibles. C'est-à-dire les pages auxquelles on peut accéder. Toute page qui ne fait pas partie de ces routes que j'ai définies, ce n'est pas une page que j'ai créée. Alors, dans ce cas, vous pouvez diriger l'utilisateur donc vers une page d'accueil, par exemple. C'est comme les pages 404 là, que vous avez sur le site web. Mais ici, vous n'allez pas mettre une page 404, mais vous allez faire plutôt une redirection lorsque donc, la page qu'on essaie d'accéder n'existe pas. Peut-être à partir d'un lien externe. Parce que souvent, vous pouvez, dans une application, vous pouvez à partir d'un lien que vous récupérez
je reçois un mail, je clique sur le mail et le lien là, il ouvre une application. Quand il ouvre l'application, je me vois dans l'application dans une page précise. Donc, si quelqu'un essaie d'accéder à une page qui n'existe pas, vous allez le rediriger vers une autre page. Mais tout ça, là, ça se définit dans Material App, donc qui permet de définir la structure de base. Alors, après Material App, vous avez ici, donc vous avez Scaffold. Scaffold qui représente le scaffold, donc qui représente la page. Donc, le scaffold représente la page, toute la page. Donc, chaque page que vous aurez, elle aura quoi? Elle aura un scaffold. OK? Donc, après le scaffold, nous avons ici donc le app bar. Le app bar, c'est l'entête que vous avez. Après l'entête, vous avez le core. Le core, c'est le widget center que nous avons ici. Après le core, vous avez le floating action button ici. Le floating action button à ce niveau-là. Et maintenant, après ces floating action buttons, voyons ça dans le code. Comment ça marche dans le code concrètement? Donc, cette architecture dont nous avons parlé, comment elle est représentée dans le code en Flutter? Donc, reprenons toujours notre classe dont nous avons parlé. Donc, dans le code, d'abord, il faut savoir que vous devez importer donc, un package qui s'appelle material.dart. C'est lui qui contient toutes les classes. Le package material.dart, c'est le package qui contient toutes les classes, ce qui vous donne accès en quelque sorte au widget de base, que ce soit la fonction runApp et material app, c'est le package material app que vous devez utiliser. Donc, après Material App, vous avez une fonction main. Hein, c'est comme en langage C++, là, langage C, Java. Donc, vous avez une fonction main qui permet de lancer l'application avec Run App. Donc, cette fonction main, vous allez mettre la classe. Donc, la classe là, donc, je vous avais dit que vous définissez le nom que vous voulez, mais par défaut, lorsque vous créez une nouvelle application en Flutter, elle vient MyApp, la classe de base permettant de lancer l'application. Et cette classe là, elle prend quoi? Elle prend quoi là-dedans? Cette classe, elle prend le widget Material App. Donc, elle prend Material App. Donc, c'est la classe permettant de lancer votre application. Et cette classe permettant de lancer l'application, elle prend le widget Material App. Material App qui configure l'application. Et donc, après le Material App, vous avez My Home Page, qui est la classe que vous avez ici, My Home Page, et qui est appelée ici. Dans Material App, c'est là où vous allez définir ici la page d'entrée dans votre application. Et cette page d'entrée, vous définissez My Home Page ici. Donc, ça, c'est une instantiation. En Flutter, vous pouvez instancier une classe comme en Java avec New, ou bien vous pouvez ne pas utiliser New. Donc, en Flutter, c'est la même chose. Oui? Bon, nous allons revenir, nous allons avoir, déjà c'est le zoom maximal ici. Je vais vous partager le fichier après. OK, donc après, vous avez le scaffold ici dans le code, donc le scaffold qui est dans la page. Alors, en Flutter, nous avons ce qu'on appelle les deux widgets que nous allons voir tout à l'heure, ce qu'on appelle les stateless widgets et les stateful widgets. Il y a deux grandes catégories de widgets. Mais ici, nous avons le scaffold. Dans My Home Page, la page d'accueil, vous avez le scaffold, donc la racine de la page, le widget racine de la page. Et c'est ce widget racine-là qui a le app bar que vous avez ici. Donc, le app bar qui vous permet d'avoir la partie en tête ici, le app bar. Ensuite, vous avez le center qui vous permet d'avoir le core à ce niveau-là. Ensuite, vous avez le floating action button qui vous permet d'avoir ce bouton qui se trouve ici. Et vous allez avoir le texte que vous avez dans app bar, le titre de l'app bar. Donc, qui est dans app bar, nous avons une classe texte. Donc, c'est ça, en fait, l'idée de déclaration. Quand on dit c'est déclaratif, là, dont j'ai parlé au début, c'est parce que tout simplement, vous allez mettre texte, vous mettez le texte là-dedans et il se positionne ici. Or, si c'était en JavaScript, vous allez d'abord créer un nœud texte, ensuite, vous allez choisir vous allez l'attacher dans le DOM à quel endroit. Donc, la déclarative, là, ici, il suffit tout simplement que vous appelez la classe, vous lui donnez le nom et elle vient s'afficher ici. Alors, donc là, après cela, vous avez ici colonne, donc qui est ici. Donc, qui est ici et qui est dans l'attribut center, donc qui est dans la classe center, les colonnes qui vous permet d'avoir cette partie-là. Ensuite, vous avez les textes, donc les deux textes que vous avez ici. Donc, là, en fait, le widget colonne, c'est-à-dire la classe colonne, elle permet d'avoir plusieurs éléments. Et donc, comme nous avons un premier élément, un deuxième élément, c'est pourquoi nous avons les deux éléments ici. Et enfin, vous avez le floating action button ici.
Donc, vous avez une icône là-dedans. Cette icône-là, de Float Action Button, l'icône plus. Il suffit tout simplement d'appeler la classe icône avec icons add pour avoir le symbole plus à ce niveau-là. Maintenant, nous allons voir l'installation et configuration de Flutter, du SDK Flutter. Donc, Flutter, ce n'est pas un logiciel, oui. Les widgets. Voilà, le widget build. Donc, le build, en fait, c'est une méthode, comme c'est la programmation orientée objet. Donc, nous avons une classe. Là, le build, ici, c'est une méthode qui est lancée et qui permet de construire les widgets. La méthode qui permet de construire, à chaque fois que vous créez un widget, vous allez avoir la méthode build. Et la méthode build, quand vous voyez un override ici, cela veut dire que c'est une méthode qui est héritée d'une classe, donc des stateless widgets ici. Et c'est cette méthode-là, lorsque vous lancez l'application, elle est appelée implicitement pour faire la construction donc, de votre widget. Donc, c'est la méthode qui construit les widgets, la méthode build ici. Et comme vous voyez, la méthode, elle est là. Dans My App, elle est là. Donc, c'est la méthode qui va permettre de construire ici donc votre widget de base d'application. Et dans votre My Homepage, vous aurez ici. Et dans tous les widgets que vous allez créer, alors vous allez avoir la méthode build qui va permettre de construire, et elle est appelée implicitement. Vous n'avez pas besoin d'appeler cette méthode. Dès que vous instanciez la classe, elle sera appelée pour construire votre widget. Nous allons y revenir aussi plus tard pour cette méthode-là et même voir c'est qu'un stateless widget et c'est qu'un stateful widget de manière détaillée. Est-ce que ça c'est clair maintenant pour la méthode build? Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Maintenant, revenons ici sur donc, cette partie installation et configuration. Donc, pour installer et configurer Flutter, vous allez télécharger Git si vous ne l'avez pas déjà. Donc, pour Windows ou pour Mac, vous allez l'installer. Ensuite, nous allons utiliser Visual Studio Code. Pour faire du développement en Flutter, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez utiliser IntelliJ, vous pouvez utiliser Android Studio pour le développement en Flutter. Mais Flutter, le site officiel eux-mêmes recommande pour le développement Flutter d'utiliser Visual Studio Code. Donc, nous allons utiliser, mais c'est une recommandation, ce n'est pas une obligation. Quelqu'un qui est habitué à développer ses applications avec Android, il peut laisser donc Visual Studio Code et utiliser Android Studio pour faire son développement. Quelqu'un qui est habitué à utiliser IntelliJ, il peut laisser Visual Studio Code ou bien un autre IDE quelconque. Donc voilà, donc dans Visual Studio Code, vous allez télécharger les deux extensions, l'extension Dart et l'extension Flutter que vous allez installer. Donc pour faire du développement, ça ce sont les deux premiers éléments. D'abord Git, ensuite les deux extensions, donc Dart et Flutter. Donc c'est très important aussi de prendre les notes. Alors le SDK, après vous allez télécharger les SDK Flutter. Flutter, bon, ce n'est pas un logiciel que vous allez télécharger et installer, mais c'est plutôt un SDK, un Software Development Kit. C'est un ensemble d'outils qui vont vous permettre de développer, débugger et exécuter votre code. Et donc, c'est un dossier que vous allez récupérer depuis le site officiel de Flutter et que nous allons décompresser et définir une variable d'environnement. Donc, on décompresse ça et on définit une variable d'environnement. Lorsqu'on définit la variable d'environnement, il suffit d'exécuter la commande flutter-version. Et lorsque Flutter est bien installé, vous verrez qu'il vous répondra ici. Donc, Flutter est bien installé. Alors, après cela, vous allez exécuter, si ça marche, vous allez exécuter la commande flutter-doctor-android licenses. Il va vous poser plusieurs questions. Donc, ces questions-là, vous allez répondre par oui. Vous allez répondre. Il faut prendre note parce que je vais vous remettre le fichier à la fin des séances, hein, pas tout de suite, pas dès qu'on termine cette séance. Voilà. Donc, maintenant, ici, cette partie, c'est ce qui va vous permettre, en fait, de configurer une variable d'environnement. La variable d'environnement, elle va vous permettre d'accéder à partir des lignes de commande partout, votre framework Flutter. Et donc, vous pouvez exécuter la commande ici, Flutter Android licenses, qui vous permettra d'accepter les licences Android. Et enfin, Flutter Doctor,
Flutter Doctor qui va vous permettre donc de vérifier votre installation en Flutter. Est-ce que vous avez installé tous les outils nécessaires pour que vous puissiez développer en Flutter ou bien vous n'avez pas donc ces outils nécessaires. Alors après cela, vous allez télécharger Android Studio. Hein. Donc c'est ce qui va vous permettre de compiler votre application pour Android. Donc quand on a dit que Flutter permet de créer des applications multiplateformes, ça veut dire utilisable sur Android, iOS et d'autres plateformes. Ce n'est pas juste lorsque je crée l'application dans Visual Studio Code, c'est fini, je peux l'exécuter et la faire sortir directement. Non, il faut d'abord les éléments qui permettent de faire la compilation. Un, je vais créer mon application et l'exporter pour les téléphones Android. Alors, dans ce cas, je vais installer l'environnement Android qui va me permettre de compiler l'application pour Android. Et cet environnement Android-là, c'est Android Studio que vous allez installer. Et lorsque j'aurai terminé le même code de base sans modifier, hein, il n'y a que quelques fichiers de configuration que vous allez modifier. Lorsque je termine, j'ai exporté mon fichier bundle pour Android. Je l'ai amené sur Play Store. Maintenant, je vais exporter mon fichier pour amener sur App Store. Le même code de base. Je vais tout simplement installer quoi? Installer Xcode sur Mac. Il vous faut obligatoirement un ordinateur Mac. Et donc, je prends mon code, je prends un ordinateur Mac, je mets mon code Visual Studio là-dedans, je mets mon Visual Studio Code là-dedans et je vais exporter. Je vais exporter donc le code, je vais faire le build, la compilation iOS et je vais avoir un bundle que je peux amener sur App Store. Mais quand je dis vous êtes obligé d'avoir un ordinateur Mac, c'est lorsque vous aurez besoin de compiler en iOS. Je crée mon application. Premier objectif, c'est les utilisateurs Android. Alors, dans ce cas, je crée mon code, j'exporte mon bundle, donc mon fichier exécutable, et je l'amène sur Google Play Store. Maintenant, je me rends compte qu'il y a de plus en plus des utilisateurs qui ont iPhone. Et il y a beaucoup de demandes pour mon application pour iPhone. Alors, je cherche un ordinateur. Donc déjà, l'entreprise où vous allez travailler, ils ont tous ces ordinateurs-là. Donc, l'entreprise va vous donner donc, ces éléments-là et vous allez exporter. Donc, vous allez mettre le code dans un ordinateur Mac avec Xcode et vous allez compiler l'application avec Xcode pour exporter les bundles iOS. Et c'est ces bundles iOS-là que vous allez amener sur App Store. Vous allez développer une application pour Windows parce que comprenez aussi que Flutter, ce n'est pas une application pour Android et iOS seulement. Vous pouvez avoir une application Windows, par exemple. Je vais créer une application pour Windows avec Flutter. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut installer Visual Studio. Et Visual Studio, c'est différent de Visual Studio Code. Hein. Donc, il faut installer Visual Studio. Visual Studio qui est l'environnement de développement pour Windows. Et lorsque vous installez Visual Studio, cela vous donne la possibilité donc, de compiler l'application pour Windows et de l'exporter, avoir un fichier .exe pour Windows. Et vous allez déployer ces fichiers-là dans Microsoft Store. Oui? Oui, le Visual Studio Community, c'est largement suffisant lorsque vous êtes en développement. Mais quand vous allez en entreprise, ils ont une licence dans l'entreprise. Sauf si vous voulez faire votre développement freelance, donc Visual Studio Community est largement suffisant pour la plupart du développement de base. Lorsque vous aurez besoin donc des fonctionnalités assez avancées, et là, vous sentirez la nécessité d'acheter une licence pour Visual Studio. Mais Visual Studio Community est largement suffisant. Et à chaque fois, et l'avantage en Flutter, c'est que à chaque fois que vous allez utiliser une fonctionnalité native, imaginez que vous voulez accéder à la caméra. Si vous voulez accéder à la caméra à partir d'une application, il suffit d'aller sur le site officiel qui s'appelle pubdev, donc pub.dev, et vous allez récupérer la dépendance là-bas qui permet d'accéder à la caméra. Et il y a la documentation complète là-bas et un petit code qui vous permet même de lancer, de pouvoir tester l'application. Et c'est ça l'avantage de Flutter en fait. C'est cette communauté active qui vous facilite le développement. Lorsque vous aurez besoin de quelque chose, il y a un package qui est déjà prêt, une dépendance que vous allez récupérer, venir installer dans votre code et vous allez exécuter. Voilà, donc après avoir donc installé Android Studio, Android Studio va vous donner l'accès à un émulateur. Donc un émulateur, c'est un téléphone virtuel que vous aurez et c'est un téléphone
c'est un téléphone virtuel, hein. Ce n'est pas un téléphone réel physique, mais c'est comme un téléphone réel, mais virtuel, que vous avez, qui va vous permettre donc de tester votre application directement. Et donc, c'est après l'installation d'Android Studio que vous allez installer donc, un outil ici qui s'appelle donc Command Line Tools, qui va vous permettre donc, ça c'est les plugins Command Line Tools que vous allez installer. Après avoir installé les plugins Command Line Tools, donc lorsque vous installez Android Studio, il y a une partie, une liste déroulante en bas. Lorsque vous déroulez la liste déroulante, elle va vous montrer Virtual Device Manager ou bien SDK Manager. Dans SDK Manager, vous allez cliquer sur un deuxième onglet qui s'appelle donc les Tools, SDK Tools, et vous allez cocher Command Line Tools. Et c'est Command Line Tools qui va vous permettre donc de lancer les émulateurs depuis les lignes de commande. Et l'émulateur là, on fera la création d'un émulateur tout à l'heure ensemble. Comment créer un émulateur et quelles sont les spécificités de l'émulateur. Cependant, il faut aussi comprendre que avec Flutter, vous pouvez utiliser votre propre téléphone directement et les brancher sur votre ordinateur pour tester, pour développer vos applications en temps réel. Si vous n'avez pas d'émulateur ici, je peux ne pas installer un émulateur directement et brancher mon téléphone Android sur mon ordinateur et à chaque fois, je lance mon application directement sur mon téléphone. Lorsque vous avez un Mac, faites la même chose. Vous allez installer Xcode. Installer là-bas, il s'appelle simulateur. Hein. Vous allez lancer un simulateur qui va vous donner un téléphone virtuel. Ou bien, vous branchez votre téléphone iPhone et vous testez directement votre application avec les simulateurs. Alors, oui. Pour ceux qui ont, oui, c'est pas préférence. Ceux qui ont un téléphone iPhone, ils sont obligés, s'ils veulent tester leur application, obligatoirement, il va leur falloir un ordinateur Mac, obligatoirement, et dans l'ordinateur Mac installer Xcode. Maintenant, si tu as un ordinateur Windows et que tu as un iPhone, alors dans ce cas, il faut installer l'émulateur et comme ça, tu peux tester l'application directement. Est-ce que c'est bien compris? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Maintenant, après cela, on va exécuter une commande pour créer une application en Flutter. C'est la commande Flutter Create. Flutter Create, le nom de votre application. Il faut savoir aussi que les noms des applications en Flutter ont une convention. Hein. Donc, si vous utilisez le Camel Case là, il faut utiliser le Snake Case ici. Vous comprenez la différence en fait. Le Camel Case, c'est une manière de nommer les classes et les variables où si une variable est composée de plusieurs mots, les mots seront collés et chaque première lettre sera en majuscule, les autres en minuscule. C'est le camel case. Le snake case, si c'est composé de plusieurs mots, en fait, les mots seront séparés par underscore. Alors, c'est cette nomination qui est préférée en Flutter. Snake case. Snake case minuscule. C'est-à-dire tout est tout en minuscule, sans majuscule. Que ce soit le nom de vos dossiers, le nom de vos fichiers et le nom de l'application, il faut toujours préférer le snake case. Mais quand il s'agit des noms de classes, quand vous allez créer une classe, là, il faut utiliser les camel case. Mais le nom des fichiers, dossiers, le nom des applications, vous pouvez toujours utiliser les snake case. Donc, une fois que vous aurez créé l'application, il va vous montrer ici une commande vous permettant d'accéder au dossier de l'application et de la lancer avec Flutterrun, CD, AppTest et Flutterrun. Lorsque vous lancez, si vous avez votre émulateur qui est déjà ouvert, vous avez un émulateur, un téléphone virtuel qui est déjà lancé. Lorsque vous exécutez la commande Flutterrun, il va lancer ça directement dans un émulateur. Mais si vous n'avez pas un émulateur lancé, vous allez exécuter la commande Flutter Emulators, launch et vous mettez l'ID de votre émulateur. Flutter Emulators, launch et vous mettez l'ID de l'émulateur. Cela va lancer l'émulateur, le téléphone virtuel. Lorsque le téléphone virtuel est affiché, vous le voyez, il est lancé complètement. Vous allez exécuter la commande Flutterrun pour lancer l'application. Donc, maintenant, une fois que vous exécutez la commande Flutterrun, c'est ça que j'ai lancé ici, alors vous aurez ceci. Donc, vous aurez pour une première compilation, ça prendra un peu plus de temps parce qu'il va faire l'installation, installer les éléments de base. Il prendra quelques instants. Une fois qu'il a installé tous les éléments de base, il va faire un build. Donc, il va donc générer le fichier exécutable pour Android et il va lancer l'application de base. Parce qu'il y a un code de base toujours. Dès que vous créez une application en Flutter, il y a un code de base. Et le code de base, c'est celui-là. Juste un compteur avec Flutter Demo, homepage, avec un compteur ici.
Et vous avez ici. Et le rechargement à chaud dont j'ai parlé, le hot reload. Donc, ça y est là, le hot reload. Donc, ça vous permet de tester l'application en temps réel. En temps réel, lorsque vous apportez des modifications dans votre code, le hot reload vous permet d'avoir les modifications instantanément dans l'exécution de l'application. Et c'est grâce à quoi? Grâce à quel type de compilation? Grâce à une compilation JIT, donc la compilation Just in Time, n'est-ce pas? Donc c'est cette compilation-là qui vous permet, donc au fur et à mesure que vous développez, vous avez le hot reload qui vous permet, donc au fur et à mesure. Quand vous aurez terminé le développement et que vous allez exporter le code, vous avez la compilation Ahead of Time, la compilation AOT, qui va vous générer un bundle optimisé que vous allez amener sur Play Store ou bien sur App Store. Alors, je pense qu'on va maintenant s'arrêter ici et faire l'installation ensemble. Donc, vous allez lancer le téléchargement, OK? Alors, donc, vous allez ouvrir un navigateur de votre choix et vous allez mettre télécharger Git officiel, OK? Et vous allez voir le site officiel de Git qui est ici, donc gitscm.com. Vous allez ouvrir le site et vous allez choisir votre plateforme. Donc, dans notre cas, nous allons choisir Windows comme ceci et vous allez lancer le téléchargement ici. Mais comme nous l'avons déjà téléchargé, donc pour nous c'est déjà bien. Maintenant, vous allez encore, après Git, vous allez télécharger Flutter. Donc là, vous pouvez écrire Flutter tout court ou bien télécharger Flutter. Donc, lorsque vous cliquez sur Flutter, vous avez ici donc le site officiel de Flutter qui est donc flutter.dev. Vous allez cliquer dessus, vous allez accéder à cette page-là. Ici, vous avez démarrage rapide de Flutter. OK, et vous avez ici installer Flutter. Donc, à côté au niveau des volets de navigation. Donc, lorsque vous cliquez sur la partie installer Flutter, vous avez en fait tout ce qu'il faut, les prérequis pour installer Flutter. Donc Flutter recommande d'utiliser VS Code au développement et vous pouvez télécharger en fait la version de Flutter. Dans ce cas, vous allez venir ici au niveau toujours des volets de navigation, ici dans la partie Flutter SDK. Archive SDK et vous allez avoir deux canaux, un canal bêta et un canal stable. Le canal stable, ce sont les versions stables que nous allons utiliser. Et nous allons choisir une version ici. C'était la version combien? C'était la version 3. C'était la version 3.32.4. Android Studio. Vous validez et vous allez accéder au site donc officiel qui est là, développeur. Et donc les versions d'Android Studio. Donc vous avez la dernière version ici, téléchargez la toute dernière version. Ok, maintenant qu'on a téléchargé le SDK Flutter Android Studio, JIT, oui, sur le projecteur. Le projecteur, il faut gérer le projecteur. Maintenant qu'on a téléchargé le SDK Flutter, Android Studio Git, nous allons commencer par installer Git. Dans ce cas, vous allez faire clic sur Git. Donc, Git, il va vous permettre de gérer les versions de votre code. Hein. Donc, c'est un outil que vous allez utiliser pour gérer le versionning de votre code. Alors, vous allez cliquer sur Next. Donc, il y a plusieurs options ici donc, que vous allez cocher au fur et à mesure que vous installez. Alors, là, vous allez laisser donc ces options. Donc, vous allez cocher ici Add Git Bash Profile to Terminal Windows. Vous allez cliquer sur ici, donc Additional Icon pour ajouter une icône. Cliquez sur Next. Donc, il y a plusieurs options. Hein, donc, selon la personnalisation que vous voulez, nous allons laisser ces options par défaut.
OK, donc nous allons utiliser la console de Git lui-même. Vous allez laisser par défaut, vous allez cliquer sur Next, Next, et vous allez cliquer sur Install. Donc, il n'y a que les options là que j'ai cochées et vous allez donc valider l'installation. Donc, une fois l'installation terminée, nous allons tester d'abord Git. Et vous avez tous le terminal de Windows. Donc, vous allez ouvrir le terminal de Windows et vous allez taper la commande git-version. Et si Git est bien installé, donc vous verrez la version de Git actuellement sur votre machine. Voilà, là, vous cliquez sur fermer, comme ça, et vous allez lancer ici. Vous lancez votre terminal. Bon, ici, il est en train de me lancer. Donc, vous lancez votre terminal. Donc, vous mettez terminal, comme ça, et vous allez ouvrir le terminal. Et vous allez taper ici git-version et vous validez. Et là, il va vous afficher la version de Git qui est installée sur votre machine, si l'installation est faite correctement. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous pouvez appuyer sur Windows et chercher Git Bash, comme ça. Donc, Git Bash que vous avez ici, vous lancez, et là, vous avez le terminal de Git ici, et que vous pouvez donc utiliser sous format Linux directement. Voilà. Maintenant que Git est bien installé, il faut savoir que Git, la plupart des gens pensent que Git c'est seulement destiné aux développeurs. Git est destiné à tout le monde. C'est gérer les versions, c'est gérer le versionning de vos documents. On peut utiliser Git même avec un document Word. Vous pouvez utiliser un document Word et gérer ses versions, documents Excel, etc. Donc tout le monde peut utiliser Git, pas seulement les informaticiens ou les développeurs. Donc il vous permet d'aller d'une version précise à une version, de suivre les modifications. Imaginez que vous êtes en train de modifier le fichier. À un certain moment, vous vous êtes rendu compte que cette partie-là, je vais sauvegarder ça et continuer la partie suivante. Lorsque je continue, en cas de problème, je peux revenir à une étape précise. Donc, arrivé à un certain moment, si je vois que mon code à un certain moment, il est bien fait, je vais faire un commit. Je sauvegarde le code. Et comme ça, je continue à modifier. Si un problème survient, je peux revenir au commit précédent. Je peux revenir à la version précédente. C'est ça l'avantage de Git. Mais on peut l'utiliser sur tous les documents, pas seulement sur le code. Hein. Donc, et vous pouvez aussi lier avec GitHub donc pour pouvoir envoyer vos versions de code là-bas, que ce soit des dépôts publics pour partager le code ou bien des dépôts privés que vous allez utiliser par vous-même. Alors, maintenant, après l'installation de Git, nous allons installer, oui. Est-ce que tu as PowerShell? Tu as le terminal PowerShell. L'installation est terminée. Oui. L'installation de Git, vous allez ouvrir VS Code, donc qui est une recommandation du site officiel de Flutter. Donc, vous ouvrez VS Code. Moi, j'ai déjà une application. Donc, je vais fermer ce projet-là. OK? Donc, là, vous allez dans la partie extension et vous allez récupérer juste les extensions qui vous intéressent. Donc, les extensions qui nous intéressent ici, c'est l'extension Flutter que vous allez récupérer ici. Et vous allez voir cette extension Flutter. Donc, la source de cette extension, c'est dart.org. Après l'extension Flutter, vous allez télécharger l'extension Dart. Et vous cliquez sur Installer, oui. Donc, l'extension Dart aussi, c'est Dart Code. Le fournisseur d'extension, c'est Dart Code. Donc là, vous allez cliquer sur Dart et vous allez télécharger l'extension. Après cette partie-là, donc sur ces extensions, nous allons prendre maintenant le SDK Flutter. Donc ça, c'est la partie la plus délicate. Hein. Donc l'installation des SDK Flutter. Oui. Donc les 3 extensions ou 4 extensions, les extensions nécessaires pour nous, c'est Dart et Flutter. Les autres extensions sont additionnelles, hein, l'extension Copilot et l'extension Prettier. Vous pouvez ne pas les installer. Les extensions qui nous intéressent le plus, c'est Dart et Flutter. Après avoir installé ces 2 extensions, nous allons prendre le SDK Flutter que nous avons, 3.32.4. Donc,
vous allez le couper, donc vous allez le déplacer complètement. Vous allez dans la racine donc, de votre disque local C, à la racine de votre disque local C, ici. Vous allez créer un dossier, donc je vais l'appeler développement mobile SMT. Bon, il faut savoir que ici, hein, donc c'est juste la partie installation. C'est pas ici que nous allons mettre notre code. Hein. C'est pas ici que nous allons mettre notre code. C'est juste là où nous allons installer le SDK. Une fois que le SDK est bien installé ici, c'est fini. On peut aller sauvegarder notre code n'importe où. Donc là où nous voulons. J'espère que c'est bien clair. Donc je l'ai appelé à la racine développement mobile SMT. Vous pouvez ajouter développement mobile cross-platform ou multiplateforme. Voilà. Maintenant, je vais ouvrir ça. Oui. Pourquoi je n'ai pas utilisé Snake Case? Snake Case, c'est quand on commence à créer les applications. Ici, c'est le dossier d'installation. Le dossier d'installation où nous allons installer notre SDK. Nous allons tout simplement le décompresser et amener la variable dans les variables d'environnement. C'est bien compris. Voilà. Donc là, vous allez amener votre SDK Flutter ici. Décompresser. Donc, pour décompresser plus rapidement, c'est WinRAR là. Il est un peu plus rapide souvent que la décompression de Microsoft là. Donc là, vous allez prendre extraire ici. Il va extraire les dossiers Flutter. Donc, une fois l'extraction terminée, nous allons ouvrir les variables d'environnement et nous allons ajouter le chemin du dossier bin. C'est le dossier qui va vous permettre d'exécuter vos commandes Flutter. On était ici, ok, je n'ai pas lancé l'enregistrement tout à l'heure. Donc, vous allez ouvrir ici le dossier Flutter et vous allez ouvrir le dossier bin et vous allez copier dans la barre d'adresse ici le chemin du dossier. Donc, vous faites CTRL-C, vous cliquez dans la barre d'adresse, vous copiez le chemin du dossier et vous allez appuyer sur Windows, écrire variable. Dès que vous commencez à écrire variable, vous aurez ici modifier les variables d'environnement système. Prenez ça, il va ouvrir une fenêtre. La fenêtre, elle est là. Et vous allez ici cliquer sur variable d'environnement. Et vous avez les variables d'environnement utilisateur et les variables d'environnement système. Ce qui nous intéresse ici, c'est les variables d'environnement utilisateur. Si vous voulez, vous pouvez définir pour variable d'environnement système. Cela va définir ça globalement au système. Mais nous allons le définir ici. Variable le path. Donc, vous allez ouvrir ici le path. Une fois ouvert, donc, vous allez cliquer sur nouveau ici. Et vous allez coller le chemin que vous avez copié. Donc, vous collez ça et vous appuyez sur la touche Entrée pour valider. Puis, vous cliquez sur OK, OK, OK 3 fois. Donc, partout, vous cliquez sur OK. Maintenant, si le terminal est déjà ouvert, fermez le terminal et vous allez le redémarrer. S'il n'est pas déjà ouvert, c'est bien. Quand vous lancez le terminal, il va chercher cette variable d'environnement. Est-ce que c'est bien compris? Donc, si le terminal est ouvert, il faut fermer complètement. S'il n'est pas ouvert, alors vous ouvrez le terminal et vous allez lancer la commande flutter-version. Et vous attendez. Vous lancez la commande flutter-doctor tout court. Et cela va vous donner donc un détail sur l'environnement que vous avez, quels sont les éléments que vous avez installés, quels sont les éléments que vous n'avez pas installés, est-ce qu'il faut installer d'autres outils. Donc, il va nous les montrer. Donc là, il nous montre déjà que nous avons une version donc, du canal stable de Flutter. Notre version Windows, elle est acceptée. Et il va vérifier, donc il est en train de vérifier est-ce que nous avons accepté les licences Android, donc ce qu'on n'a pas encore fait. Et il va nous afficher toutes les autres informations. Donc, lancez cette commande Flutter Doctor. Flutter Doctor s'est exécuté. Il nous signale ici qu'on n'a pas on n'a pas donc accepté et installé les outils d'Android. Donc on n'a pas installé les outils d'Android. On n'a pas aussi Visual Studio. On n'a pas installé Visual Studio. Voilà, et ici Android Studio, donc il nous montre qu'il y a, comme c'est un point d'exclamation pour moi, ça montre qu'il y a certains outils et il y en a d'autres qui en manquent, comme je l'ai installé et je l'ai désinstallé. Vous pouvez avoir une croix ici, vous avez une croix ici en quelque sorte, n'est-ce pas? Alors dans ce cas, nous allons installer Android Studio ensemble. Vous allez prendre le fichier donc exécutable que nous avons téléchargé, c'est Android Studio, il est là. Vous allez lancer l'installation.
Vous pouvez fermer le terminal là et Visual Studio Code. Et vous lancez l'installation. Il va vous demander de confirmer ici. Vous confirmez et vous allez cliquer sur Next. Ici, vous allez laisser l'option par défaut. Hein. Donc, si cette option-là n'est pas cochée, Android Virtual Device, il faut la cocher. C'est ce qui vous permet d'avoir les Virtual Device Manager qui vous donne la possibilité de créer des téléphones virtuels, des émulateurs. Donc là, vous cliquez sur Next, vous cliquez sur Next et vous cliquez sur Install. Donc, j'ai laissé les options par défaut pour l'installation d'Android Studio et juste vérifier si le Virtual Device là n'est pas coché, il faut le cocher. S'il est déjà coché par défaut, vous cliquez sur Installer et vous attendez la fin d'installation. Ça ne prendra pas beaucoup de temps, mais nous allons installer des composants additionnels lorsque donc cette installation sera terminée. Les composants additionnels, ce sont des plugins que nous allons installer. OK, l'installation est terminée ici, donc c'est complété. Vous allez cliquer sur Next. C'est terminé pour vous l'installation. OK, donc vous allez cliquer sur Next et vous laissez cocher Start Android Studio et vous cliquez sur Finish. Il va démarrer Android Studio directement. OK, là vous allez choisir, est-ce que vous voulez que Android Studio collecte les données, certaines données pour optimiser et envoyer pour gérer leurs statistiques optimisées. C'est à vous de choisir. Si vous ne voulez pas, vous cliquez sur Don't Send. Si vous voulez, vous cliquez ici sur Send. Moi, je vais. Alors, lorsque l'installation est terminée, une fois ouvert, peut-être pour vous, si c'est le premier lancement, il va vous montrer des mises à jour de base. Il va vous proposer une fenêtre de bienvenue. Ensuite, vous allez cliquer sur Next, Next. S'il propose de télécharger des plugins de base, il faut accepter et vous lancer le téléchargement. Ça va prendre un peu de temps parce qu'il peut télécharger peut-être 1 giga ou 2 gigas. Une fois le téléchargement terminé, vous allez accéder à cette fenêtre-là. Ensuite, vous allez cliquer ici sur More Actions, plus d'actions. Et vous allez cliquer ici sur SDK Manager. Et ici, dans la partie SDK, vous avez ici SDK Tools. Donc, le SDK Tools, c'est ici que vous allez vérifier est-ce que vous avez concrètement Android SDK Command Line Tools. Si c'est coché, généralement par défaut, si c'est la première installation que vous faites, ce n'est pas encore coché. Vous allez cocher cet Android SDK. Ensuite, vous cliquez sur OK. Donc, il va vous faire un téléchargement aussi. Une fois qu'il aura terminé ce téléchargement, vous allez revenir encore une fois de plus ici au niveau de plus d'actions. Vous allez choisir cette fois-ci Virtual Device Manager. Donc, c'est dans ce Virtual Device Manager que vous allez créer en fait votre téléphone virtuel, donc votre émulateur. Maintenant, vous allez cliquer sur le bouton plus. OK. Ensuite, ici, vous avez la forme factor. Nous allons laisser téléphone dans notre cas. Ensuite, vous allez choisir ici le type de téléphone que vous voulez. Là, nous allons choisir Pixel 9a qui est en fait l'un des derniers téléphones de chez Google. Vous allez cliquer sur Next. Après avoir choisi le téléphone, vous allez lui donner un nom ici ou bien vous laissez le nom par défaut. Ensuite, ici, vous avez API 36. API 36 qui indique tout simplement le système d'exploitation. Là aussi, il va lancer le téléchargement si c'est la première fois. Donc, vous allez laisser cette partie par défaut. Il va lancer le téléchargement. Il va télécharger l'image système. Donc, l'image système Android qui va installer sur le téléphone Android Pixel 9a que vous avez choisi. Ici à côté, vous avez un peu les caractéristiques, la hauteur, la largeur. Donc, ici, un peu la largeur, 1080 pixels, la hauteur, et vous avez même la densité. La densité de 420. OK, donc vous allez cliquer sur Finish ici. Donc, si c'est la première fois pour vous, il va lancer le téléchargement. Donc, une fois que le téléchargement est terminé, il va vous créer le téléphone. Si le téléphone est créé ici, vous avez la possibilité de le lancer ici même, sur ce bouton-là, ou bien, comme Command Line Tools est bien installé, vous allez écrire terminal, comme ça, vous allez ouvrir le terminal, et vous allez lancer à nouveau la commande Flutter Doctor pour faire une vérification. Donc, là, j'ai lancé la commande Flutter Doctor. Donc, elle va me vérifier
en fait, quels sont les outils qui sont installés. Là, il me montre que Flutter a installé donc Windows, donc les outils, le SDK Android, Google Chrome, donc il est bien installé. Android Studio, donc Android Studio est bien installé, VS Code et les connected devices. En fait, ici, en ce qui concerne les connected devices, donc ce sont les appareils donc, qu'il a détectés directement pour les connected devices. Donc, si vous branchez votre téléphone, donc vous pouvez activer d'abord le mode développeur dans votre téléphone. Dans les paramètres, vous cherchez le mode développeur et vous pouvez brancher votre téléphone Android pour tester votre code directement. Ici, là où nous avons une croix pour Android, pour Visual Studio, je vous avais dit tout à l'heure que Android Studio, donc c'est l'environnement de développement des applications Visual Studio au moins, du moins. Donc c'est l'environnement de développement des systèmes Windows. Si vous voulez à partir des flotteurs développer des applications qui seront déployées dans Microsoft Store ou qui seront que vous allez installer sous Windows, alors dans ce cas vous allez télécharger Android Studio et vous installer. Donc, pour notre cas actuellement, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt Android Studio. Maintenant, vous allez lancer Flutter Emulator comme ça et vous allez choisir ici l'ID de votre donc l'ID de votre application. Nous allons vérifier ici. Donc, on va revenir ici pour récupérer l'ID. Donc là, vous allez choisir ici le détail. OK. Donc là, au niveau de votre et là, on cherche le détail, on va agrandir la fenêtre. Donc ici, donc AVD, donc ID, il est là, c'est pixel-9A. Donc pixel-9A, c'est ça son ID. Alors, donc là, vous allez revenir ici. On va supprimer ça parce que c'est l'autre nom avec l'ancienne installation, c'est Pixel-9A. L'autre que vous voyez un peu glissé là sous l'ombre, il ne fait pas partie. Donc c'est Pixel 9, donc je mets 9A comme ceci. Donc avec l'ID et vous allez lancer. Donc une fois lancé, il va lancer l'émulateur donc dans votre, vous voyez la commande actuellement, donc elle est acceptée et l'émulateur est actuellement lancé. Mais il faut toujours, n'oubliez pas, c'est qu'on vient de faire la vérification de l'ID, donc AVD ID. Et maintenant, il va lancer votre émulateur. Donc, c'est vrai aussi selon la taille de votre écran, selon la résolution de votre ordinateur actuel, quand vous lancez l'émulateur, il peut se trouver quelque part comme ici. Dans mon cas, vous pouvez le voir un peu en haut, il est un peu caché. C'est pas grave, vous allez positionner le curseur sur les bordures de l'émulateur et vous pouvez cliquer sans relâcher et vous allez les glisser donc vers le bas. Vous allez attendre que l'émulateur donc se charge. Pour votre cas, si c'est la première fois, il va se charger. Pour ramener sa taille normale, vous allez cliquer ici. OK? Bon, on va attendre donc le chargement du téléphone. Là, donc là, il est en train de se charger. OK, donc une fois qu'il termine le chargement, vous allez cliquer sur le bouton là. Ensuite, vous allez avoir ici, donc vous allez avoir ici la partie display. Donc dans la partie display là, vous allez ajouter juste un deuxième écran ici. Donc je clique. Il va ajouter un deuxième écran dans l'écran principal, c'est-à-dire dans l'écran principal que nous avons ici du téléphone, il va ajouter un petit écran là-dedans contenant pratiquement les mêmes éléments. Lorsque vous appliquez cela, vous faites apply, mais surtout, il faut attendre que le téléphone s'ouvre et termine complètement le chargement parce que ce téléphone virtuel, il est gourmand en ressources, donc il consomme beaucoup de ressources, surtout si votre machine ne dispose pas suffisamment de mémoire et même souvent lorsqu'il a suffisamment de mémoire et que vous précipitez un peu plus rapidement à exécuter plusieurs actions, vous allez voir le téléphone qui ne répond pas. Il va écrire donc UI ne répond pas, donc l'interface utilisateur ne répond pas. Dans ce cas, il est recommandé d'attendre actuellement que vous voyez qu'il est en train de charger. Une fois qu'il aura terminé le chargement, vous allez appliquer donc ces changements-là. Lorsque vous appliquez ces changements, il va retrouver la taille selon la hauteur de votre écran. Voilà, donc on dirait qu'actuellement notre téléphone, il est
Donc, il est actuellement chargé. Là, donc, vous voyez le système UI isn't responding. Donc, cela veut dire qu'il ne répond pas. Ça peut arriver très souvent, c'est pas grave. Là, vous allez cliquer sur Apply, comme ceci. OK? Et là, vous voyez un changement ici. Donc, ensuite, vous allez revenir toujours ici. Vous allez supprimer l'émulateur et vous allez valider. Et là, il prend la bonne taille. Maintenant, il faut déplacer un peu cette fenêtre et fermer. Vous pouvez revenir toujours sur les bordures ici et vous allez déplacer votre téléphone au bon endroit. Maintenant, donc, notre téléphone donc, est bien lancé. Et nous pouvons cette fois-ci donc, créer une application si votre terminal est toujours ouvert. Sinon, vous pouvez ouvrir à nouveau votre terminal. OK? Donc, moi, je vais l'ouvrir à nouveau, comme ceci. Et cette fois-ci, vous n'avez pas à créer votre application dans le dossier développement, là où nous avons installé Flutter. Maintenant, libre à vous de choisir l'emplacement où vous allez enregistrer vos applications. Je vais me déplacer dans le bureau. Dans ce cas, j'ai fait CD desktop comme ceci. Là, je me suis déplacé dans le bureau de mon ordinateur et dans ce cas, je vais créer un dossier. Donc, je vais créer un dossier que je vais appeler cours flotteur. Bon, c'est ici que je dis de préférence, il faut toujours préférer en fait le snake case. Bon, ici, une fois terminé Android Studio, vous pouvez fermer. Hein. Lorsque vous avez démarré votre émulateur, vous pouvez tout à fait complètement fermer Android Studio et laisser seulement l'émulateur ouvert. Là, je fais mkdir, donc je crée un dossier que je peux appeler cours flotteur. Je peux ajouter SMT. Donc là, pour Flutter. Maintenant, toutes les applications que nous allons créer seront dans ce dossier-là. Alors, dans ce cas, je commence par entrer dans ce dossier-là que j'ai appelé cours Flutter, comme ceci, SMT. Maintenant, je peux faire un clear pour effacer la console, histoire de la rendre plus propre. Maintenant, vous allez créer votre application avec Flutter Create, comme ceci, et vous donnez le nom de l'application. Donc, je vais l'appeler application test, comme ceci. Application test. Je vais ajouter un 1 ici, au cas où j'en ai une autre application, mais comme le dossier vient d'être créé, il n'y a pas d'application. Donc, je l'appelle application test 1. Vous validez, comme ceci. Et lorsque vous validez, il va créer l'application. Bon, maintenant que l'application est créée, il vous demande d'accéder d'abord au dossier, la première commande que vous allez taper. Ensuite, vous lancez la commande Flutterrun pour lancer l'application. Alors, dans ce cas, nous allons accéder d'abord au dossier. Donc, nous allons écrire app test. J'ai écrit app, j'ai appuyé sur la touche tab pour qu'il me fasse l'autocomplétion. Vous validez. Maintenant, vous lancez la commande Flutterrun. Donc, lorsque vous avez un émulateur qui est déjà lancé et que vous exécutez la commande Flutterrun, il va lancer l'application directement dans votre émulateur. Mais si vous n'avez pas un émulateur qui est lancé, c'est en ce moment qu'il vous proposera les devices connectés disponibles. Donc, les devices disponibles que vous pouvez lancer votre application. Alors, donc, nous avons notre émulateur déjà lancé. Lorsque nous tapons juste Flutterrun seulement, vous appuyez sur la touche Entrée. Donc, il va lancer l'application directement dans cet émulateur-là. Voilà. Donc là, il est en train de vous montrer qu'il lance l'émulateur, donc il lance l'application sur notre émulateur. Et donc, il va faire le chargement. Si c'est la première fois, une fois de plus que vous faites le lancement, il va télécharger quelques composants additionnels. Donc, il va installer pour faire la mise à jour. Et si c'est la première fois que vous lancez l'application aussi, ça prendra un peu plus de temps que si vous avez déjà lancé l'application dans l'émulateur. L'application est bien lancée, OK? Et cette fois-ci, vous avez le hot reload ici ou hot restart. Donc, c'est un compteur avec l'application par défaut de Flutter lorsque vous créez une application. Donc, c'est juste un compteur. Quand vous cliquez, ici, il va s'incrémenter au fur et à mesure que vous cliquez. Donc, ici,
pouvez revenir et appuyer sur R. Donc, c'est le hot reload, le rechargement à chaud lorsque vous modifiez le code. Ou bien vous mettez un R majuscule, c'est le hot restart. Donc, il va redémarrer complètement l'application. Et là, vous allez voir le compteur redémarrer à 0. Donc là, c'est le hot restart. Donc là, c'est très bien. Maintenant qu'on a lancé l'application ici, nous allons l'arrêter. Donc pour quitter, vous allez appuyer sur la touche Q. Comme ça, l'application sera terminée. Mais l'application est toujours installée ici. Vous allez la voir ici avec le logo des flotteurs. Maintenant, vous allez ouvrir Visual Studio Code avec l'application. Dans ce cas, vous mettez code point. Donc, quand vous mettez code point, c'est pour dire ouvrir Visual Studio Code dans le dossier actuel. Le point signifie le dossier courant. Donc là, je valide comme ceci. Il va lancer Visual Studio Code avec le dossier de l'application. Très bien. Donc là, vous voyez que j'ai fermé ça, c'est le copilote. Donc vous avez ici Visual Studio Code avec le nom de l'application. Ça, c'est votre nom de l'application. Il est toujours en minuscule. C'est Visual Studio Code qui les met en majuscule. Et là, vous avez maintenant les éléments de base donc, dans l'application. Nous avons ici donc Android, le dossier Android pour la configuration de tout ce qui est Android à la compilation pour Android. Vous avez le dossier build dans lequel vous allez récupérer les bundles lorsque vous compilez votre application, une compilation AOT. Vous compilez pour récupérer l'application que vous allez installer donc sur votre téléphone. C'est ici que vous allez le retrouver. Vous avez ici tout ce qui est configuration iOS, tout ce qui est configuration. Donc, lorsque vous faites le développement iOS, c'est ici que vous allez faire des configurations. Si vous développez votre application en Flutter en vue donc, de créer des logiciels pour destiner au système Linux, c'est ici dans le dossier Linux. Par défaut, ils viennent. Et pour macOS, c'est ici. Pour Web, donc vous l'avez ici. Et pour Windows, donc vous l'avez à ce niveau-là. Voilà, donc je pense que on va arrêter là pour aujourd'hui. À la prochaine séance, nous allons ouvrir ces dossiers, jeter un coup d'œil donc à certains fichiers de configuration et après cela, on entame le langage Dart.